Dans un pays ravagé par des décennies de guerre, un homme s'efforce de trouver une image d'espoir. Je ne suis pas un photographe de guerre, je suis un photographe de paix. Mais pour montrer aux gens à quel point la paix est importante, je dois aller dans les zones de guerre. Reporter pour le National Geographic, Reza part en Afghanistan faire le portrait d'une nation et d'un peuple à l'orée d'un avenir incertain. Kaboul. La capitale du pays est une ville animée et imprévisible. Le photographe Reza s'est assigné une tâche difficile. Il est revenu ici pour trouver une image qui reflète à elle seule le visage actuel de l'Afghanistan. Je ne prends pas de photos. Les gens me donnent leurs photos. Où que j'aille, mon but est toujours de faire une photo qui montre la réalité du pays. Et, regardez ici, regardez-moi s'il te plaît, je vais faire un portrait de vous. Il y a 25 ans, Reza photographiait un jeune résistant afghan, Ahmad Shah Massoud. Par la suite, le célèbre commandant a passé 20 ans à combattre les troupes soviétiques et les talibans. Il est devenu un héros national. Reza n'a jamais cessé de le suivre. Et il a ainsi pu observer la guerre de plus près que la plupart des journalistes. Je ne suis pas un photographe de guerre. Je me considère plutôt comme un correspondant de paix. Je suis un photographe de paix. Mais pour montrer aux gens à quel point la paix est importante, je dois aller dans les zones de guerre. Après plusieurs décennies de combats, l'Afghanistan reste un champ de bataille. La guerre qui se propage menace désormais la sécurité internationale. 8 ans après l'arrivée des forces américaines et de la coalition, le pays se heurte à une résurgence des talibans et à une insécurité croissante. C'est très dangereux parce que quand on passe son temps dans la rue, au contact des gens, on est constamment exposé. On court à chaque instant le risque d'un enlèvement ou d'un attentat suicide. Ça peut arriver dans n'importe quel moment. Est-ce que les guerres continuent ici? Oui, bien sûr. Nous sommes en guerre depuis 30 ans. Et ça peut très bien continuer encore longtemps. La Troisième Guerre mondiale commencera sûrement en Afghanistan. Cependant, malgré l'escalade de la guerre, Reza cherche à saisir l'état d'esprit du pays. Pas seulement ses peurs, mais aussi sa vitalité et ses espoirs. Cette quête va le mener des rues de la capitale jusqu'à la frontière nord. Elle débute ici dans un de ses lieux préférés, le marché aux oiseaux de Kaboul. C'est un des endroits les plus extraordinaires du monde. Ça, c'est pour les oiseaux. Pourquoi faire? Pourquoi? Pour les manger. Pour les manger? Ces petits moineaux, ils sont minuscules. J'adore parler avec les gens, les écouter, m'asseoir avec eux et partager un thé. Les Afghans ont une perspective fantastique sur le pays et la situation politique. En discutant avec eux, petit à petit, j'arrive à prendre la mesure de ce qui se passe vraiment dans ce pays. Ça m'aide beaucoup ensuite quand il s'agit de trouver des photos qui reflètent leurs idées, les peurs ou les joies du moment.
Une grande partie du travail de photographe consiste à faire affleurer l'âme d'une personne dans son visage et dans ses yeux. On ne fait que traduire ce qui se passe devant nous. On ne le crée pas. Il faut juste être là et attendre le moment où ça remonte à la surface. 125e de seconde, c'est tout. Une fraction de seconde. C'est le temps qu'il a mis à prendre sa photo la plus célèbre. Voici un portrait de Massoud, un des tout premiers que j'ai fait en 1985. C'est devenu l'image de Massoud partout dans le monde et en Afghanistan. Ce cliché, qui a désormais valeur de symbole, va le guider dans son périple. Reza veut retourner aux différents endroits où il a photographié Massoud, dans l'espoir d'y trouver une image emblématique de la nouvelle réalité afghane. Il passe dans une imprimerie de Kaboul pour récupérer les tirages qui lui serviront de plan de route. Mais ces photos vont également lui permettre d'honorer une promesse qu'il a faite au commandant la dernière fois qu'il l'a vu. Je suis venu en Afghanistan pour tenir une promesse que j'ai faite à Massoud il y a de nombreuses années. Je lui ai promis que je ferais une grande exposition avec mes photos d'Afghanistan. Et j'essaie de toujours tenir mes promesses. L'exposition aura lieu dans le fief de Massoud, dans le nord. C'est là que Reza l'a rencontré en 1985. Celui qui n'était alors qu'un jeune commandant à la tête d'une armée clandestine allait devenir le chef de file de la résistance contre l'occupant soviétique, puis du long combat contre les talibans et pour l'unité afghane. Le message de ces combattants de la liberté était universel. C'était un homme et quelques-uns de ses amis dans une petite vallée qui se battaient pour un Afghanistan libre. Ils rêvaient d'un jour où la démocratie régnerait partout dans le monde. Ces idées allaient bien au-delà de ces montagnes et des frontières du pays. Ce sont des valeurs très importantes pour moi, des valeurs pour lesquelles je me bats avec mon appareil photo. Les deux hommes défendent une même cause. Mais l'Afghan n'aura pas le temps de voir son rêve se réaliser. Le 9 septembre 2001, 2 jours avant les attentats de New York et de Washington, Al-Qaïda le fait assassiner. Aujourd'hui, Reza veut savoir ce qu'il reste des grands projets de Massoud pour son pays. Si Massoud était en vie et que je l'interrogeais sur l'avenir d'Afghanistan, il aurait la même expression dans le regard. Car le futur reste incertain ici. Personne ne sait ce qui va se passer dans les 3 ou 5 prochaines années. Le photographe entame son pèlerinage. Il suit les traces du passé en quête d'une image du présent. À la sortie de Kaboul, les stigmates de la guerre deviennent visibles. Chassés de chez eux par les combats, les réfugiés se sont installés dans des bidonvilles autour de la capitale. Pourquoi êtes-vous venu ici? Il y a la guerre et les bombardements. La mort est partout. Tout le monde se tire dessus. Il y a aussi les avions qui nous bombardent. 35 personnes sont mortes en martyrs. 35 personnes tuées? Qui les a tuées? Quelle guerre? C'est les avions. Ah, les avions, c'est les bombardements. Il était dehors avec sa fille quand les bombes ont commencé à tomber. Il a perdu tous ses autres enfants, 2 garçons et une fille. Ils sont morts dans le bombardement. Tous? Oui. Comment s'appelle ta fille? Goldjomé.
Golcome? Je crois que la photographie a le pouvoir de montrer la cruauté de la guerre sans passer par des cadavres. On peut montrer la cruauté de la guerre dans les yeux d'une petite fille, dans les yeux de survivants. On ne voit pas les bombes, mais on lit la peur, la douleur et la tristesse du bombardement dans ses yeux. Ce ne sont pas les cadavres qu'il faut montrer. Ce qu'il faut montrer, c'est ce qui se passe dans les yeux des survivants. Et si c'est comme ça ici, en allant un peu plus loin, vous verrez vraiment la réalité de ce pays. Reza espère trouver un cliché qui témoigne de cette réalité à l'endroit où Massoud a pris les armes pour la première fois. Il se rend dans la vallée du Panjshir, une gorge encaissée au nord de Kaboul. Il a fait ce trajet à maintes reprises depuis 30 ans qu'il photographie la guerre. Première étape, retrouver la grotte où il a fait ce portrait emblématique de celui qui n'était alors qu'un jeune chef de la résistance contre les soviétiques. Très vite, on voit surgir les épaves de ce conflit. Des chars carbonisés et de l'acier tordu gisent le long de la route, dernier vestige des 10 années d'occupation de l'Afghanistan par l'URSS. Imaginez quand tous ces chars sont rentrés en Afghanistan, tout le monde a dit « c'est fini, ils ont gagné ». Et puis, il y a un type qui n'avait même pas 30 ans dans cette vallée qui a dit « je ne veux pas que mon pays soit occupé par des étrangers ». La vallée du Panjshir est parfaitement adaptée à la guérilla. C'est une voie de ravitaillement essentielle pour les soviétiques, bordée de montagnes et de grottes. Massoud et quelques 3000 moudjahidines, des guerriers de la foi, y organisent un front meurtrier qui scelle la défaite d'une des plus grandes armées du monde. Reza est convaincu que la chute de l'URSS a commencé à ce moment-là. Avec cette victoire sur l'armée rouge, Massoud a enfin montré à l'Union soviétique qu'elle n'était qu'un tigre de papier et qu'elle pouvait être vaincue. C'est l'homme qui a fait tomber le mur de Berlin. Regardez ce qui est écrit ici. Le métal ne peut pas lutter contre la foi. C'est une conviction que les deux hommes partageaient. Reza est armé de son appareil photo. Massoud, lui, avait surtout des fusils pris à l'ennemi et des mortiers de fortune. D'une bande de villageois et de fermiers, il a fait des guerriers féroces. Le photographe compte sur ses anciens moudjahidines pour l'aider à localiser la grotte où il a rencontré le commandant. Oui, les gens ils me disent qu'il y a une grotte là-bas qui existe encore. Parmi les villageois, certains anciens compagnons de Massoud ne tardent pas à le reconnaître. Reza! Hey, c'est Reza! L'Iranien. Ils le conduisent dans les montagnes où étaient dissimulés les camps des moudjahidines. Autrefois, il y avait 700 moudjahidines dans cette base militaire. Sur ces 700 personnes, il y en a sans doute une centaine encore en vie. À l'époque, Massoud et ses hommes utilisaient un vaste réseau de grottes pour s'abriter pendant les bombardements soviétiques. Ce réseau fait probablement tout le tour de la montagne.
Le sol est jonché de munitions actives qui datent de la guerre. Tiens-le, tiens-le. Il y a encore la charge. J'espère que ça ne va pas exploser quand on est là. Non, 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 ne touche pas. Non, 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 touche pas, ne tire pas, ne tire pas. C'était une des caches de Massoud. Il y a plein de munitions ici, mais ce n'est pas cette crotte-là. Reza se souvient de l'époque où les hommes du Panjshir étaient armés de Kalachnikov. Aujourd'hui, ce sont des masses qu'ils brandissent. Dans cette région où le taux de chômage avoisine les 60%, beaucoup gagnent leur vie en cassant des pierres. Ça permet de reconstruire les écoles et les routes, mais c'est un travail très pénible. Ah, j'ai retrouvé un vieil ami, le commandant Nasrat Mir. Il s'est battu contre les Russes pendant des années et aujourd'hui, voilà ce qu'il fait pour nourrir toute sa famille. Après des années de résistance contre les Russes et 8 ans de prison, il n'a rien obtenu de gouvernement. On n'a aucune aide. Durant toutes ces années, je n'ai eu que 2 sacs de blé et un bidon d'huile, c'est tout. Ah. Combien de temps que tu casses les pierres? 18 ans. 18 ans que tu casses les pierres. Mais là, tu es encore devenu plus fort que moi. Regarde, regarde tes muscles. Je n'ai rien eu du tout. Mais avec ce travail, je suis devenu très fort. Très vraiment fort, plus fort que moi. Reza n'a pas retrouvé la grotte, mais il a découvert une conséquence troublante de ces années de guerre. Comment tu t'appelles? Étant donné ce qu'ils ont traversé et ce qu'ils ont vu, il est tout à fait concevable que certains d'entre eux prennent les armes pour se battre contre les Américains. Ces hommes ont lutté pendant 20 ans. Mais quelle façon la plus humiliante de traiter un héros. Mais les héros ne renoncent jamais. Un peu plus loin, dans une cache récemment abandonnée, le photographe note d'autres signes de mécontentement. Là, il dit mort à l'Amérique. Jusqu'ici, les habitants du Panjshir ont bien accueilli les forces américaines. Mais ces graffitis sont la preuve que rien n'est acquis. Depuis 3 ans, le bruit court qu'un nouveau groupe de Moudjahidines est en train de se former ici, dans la vallée du Panjshir, pour combattre les troupes américaines. Et ça, c'est eux, c'est leur marque. Mort aux Moudjahidines qui sont amis des Américains. C'est peut-être ça la réalité actuelle de l'Afghanistan. Des cœurs et des esprits qui se retournent peu à peu contre tous ceux qu'ils considèrent comme les nouveaux occupants. Alors qu'il s'approche de la grotte où il a photographié Massoud pour la première fois, Reza ignore comment il sera accueilli. Là, vous connaissez cette grotte? Où est-ce qu'il se trouve? C'est la petite grotte. Ah, c'est là, là? Oui, celle-là. Les habitants de Safidchir, dont certains sont d'anciens compagnons de Massoud, lui indiquent la bonne direction. Mais le photographe se heurte aussitôt à un nouvel obstacle. Oh, personne ne peut entrer dans notre zone. Pas la peine de te fatiguer à me dire qui tu es. Allez, va-t'en, fiche le camp. Mais regardez, ça c'est des photos de commandant Golzar. Je te dis qu'on s'en fout. Prends tes photos et va-t'en. Et il ne sait pas ce qui se passe. Et il ne veut pas laisser qui que ce soit traverser le pont pour aller plus loin sans autorisation spéciale. Écoute, c'est très important pour nous.
Ça m'est égal, tu peux faire venir le président et l'armée, ça ne changera rien. Il voulait juste savoir pourquoi on tient tellement à retourner dans ces vieilles grottes. Il soupçonne qu'on a des intentions cachées. Ces gens ont régulièrement été envahis par des étrangers qui disaient venir en amis pour leur apporter la paix, la prospérité, et qui avaient en fait des intérêts cachés. Ça explique leur action. C'est ça l'Afghanistan. Mais j'espère qu'on va réussir à résoudre le problème. Le photographe connaît assez le pays pour savoir s'il doit battre en retraite ou insister. Il est désormais si près du but qu'il choisit d'insister. Alors, on y va. Ça y est, ils ont accepté. On peut aller. Superbe, allons-y. Après avoir longuement négocié avec des anciens du village, il parvient à trouver un compromis pour franchir le barrage. Deuxième tentative de passage. Il peut s'engager dans la montagne à condition de ne pas approcher des villages. Malgré ces difficultés, l'entreprise n'a rien de comparable avec sa première tentative pour rencontrer Massoud il y a presque 30 ans. Ça a été un voyage très dur et éprouvant. J'ai passé 3 mois à marcher dans ces montagnes pour essayer de trouver un homme qui était recherché par 100 000 soldats russes. Retranché pendant des mois dans cette forteresse naturelle avec du pain et des murs séchés pour seule nourriture, Massoud et ses hommes préparaient avec soin leurs embuscades contre les soviétiques. Hadjimoula, le guide de Reza, s'en souvient comme si c'était hier. Monsieur Reza, quand les avions de chasse nous survolaient, on les abattait d'ici, comme ça. Il y avait une mitrailleuse ici. Regardez, ça n'a même pas explosé, regardez. Pendant les combats, sous les bombardements, quand vous étiez face aux armées russes, là, à quoi est-ce que vous pensiez? À l'époque, on remettait notre vie entre les mains de Dieu. Si c'était notre heure, on mourait. Et sinon, on vivait. La foi remplissait notre cœur. Ces gens ont réussi à combattre tous ceux qui sont venus ici. Qu'est-ce qu'ils ont dans le cœur et dans la tête? Qu'est-ce qui les rend si forts? C'est tout ce qui m'intéresse. C'est froid, très froid. Reza découvre soudain un paysage familier. Il touche enfin au but. Regardez là. Regardez ça. Vous voyez ça ici? C'est là. Cet homme était en train de créer un mouvement extraordinaire dans cette vallée, dans ces villages. Et je voulais le rencontrer. Ah, ça vous revient? Je me souviens que quand les bombardements ont commencé, tout le monde s'est mis à courir et je me suis retrouvé seul et il m'a dit « Suis-moi ». Et on est venu ici. Il était assis là, et moi j'étais là-bas.
C'est la question que je lui ai posée. D'accord, ton but est de vaincre les Russes et tu vas y arriver. Mais quelle sera la réalité après ça? C'est ton rêve. Un pays libre, des élections démocratiques. Mais à ton avis, quelle est la réalité? Il a regardé au loin avant de me répondre. J'étais assis juste là et c'est à ce moment-là que j'ai pris la photo. Il y avait exactement la même lumière que celle que vous voyez maintenant. Ce qui me désole le plus, c'est que s'il était encore vivant, le sort des Afghans serait différent. Ça ne fait aucun doute. Si Massoud était en vie, les Afghans auraient une vie meilleure. La paix pour laquelle ils se battaient ne règne pas encore en Afghanistan. La démocratie non plus. Mais tant qu'on est en vie, on ne doit pas s'arrêter une seule seconde, pas même une seconde pour se reposer. C'était sa façon de vivre. Et il me disait toujours, Reza, ne laisse pas ton corps trembler. Ne laisse pas ton corps trembler. Si ton corps tremble, tu perds. Le cliché pris ce jour-là a fait le tour du monde. Mais 25 ans plus tard, rien n'indique que la vision du commandant triomphera un jour. Tout en remontant vers le nord et l'endroit où Massoud a été assassiné, le photographe continue à chercher une image susceptible d'apporter une réponse. Dans ce village de montagne, les adeptes d'une secte islamique autrefois persécutée, le soufisme, peuvent à nouveau pratiquer ouvertement leur culte. Pour Reza, déterminé à photographier cette nation contradictoire sous un autre jour, c'est une preuve salutaire de changement. Sous les talibans, l'extase soufie et ses effusions d'émotions étaient interdites. Aujourd'hui, le renouveau des traditions et la vitalité d'une culture longtemps hors la loi sont autant de signes d'espoir pour l'avenir dans ce paysage immuable. Partagé entre les images de guerre et de paix, Reza essaye de tout embrasser. Dans la vallée, il découvre un autre changement majeur qui lui permettra peut-être de prendre le cliché qu'il est venu chercher. Pendant les décennies de conflit, les écoles de la région étaient fermées et l'éducation en suspens. Aujourd'hui, 8 ans après la mort de Massoud, les enfants du Panjshir apprennent à vivre en paix. En 30 ans, la guerre a fait plus d'1 million de morts en Afghanistan. Rares sont les familles qui ont été épargnées. C'est mon père. Mon père est mort en martyr, dans l'explosion d'une mine antipersonnelle. Le père de Gulbuddin était dans l'armée de Massoud. Aujourd'hui, l'adolescent est scolarisé avec ses frères et sœurs dans un établissement bâti par le commandant. Il invite Reza à venir chez eux. Dans cette culture où la sphère privée est jalousement protégée, c'est une occasion précieuse. Depuis que notre père n'est plus là, toutes les responsabilités du foyer reposent sur nos épaules. Maintenant que nous avons grandi, nous devons travailler et subvenir nous-mêmes aux besoins de la famille.
Les garçons jonglent entre le travail, l'école et la famille. Et ils trouvent encore le temps de prier. Nous devons parfaire notre instruction afin de pouvoir libérer notre propre pays. Au tout début, ils n'avaient rien du tout. Ils se battaient avec des pierres. Dieu les a aidés à vaincre les Russes et à les faire partir. Aujourd'hui, nous voulons le pays dont rêvait le commandant Massoud. Ces trois sœurs aussi ont de grands projets d'avenir. Tu vas à l'école? Oui. À quelle classe tu es? En CE2. Pour devenir un instituteur, qu'est-ce que tu dois étudier? Je dois aller à l'université. L'université? Madame docteur, madame le professeur. Derrière ces visages, Reza devine un rêve fragile. Sous les talibans, le nombre d'enfants scolarisés était tombé à 1 million. Uniquement des garçons. Viens voir. Ça te plaît, ça? Vraiment, ça te plaît? Elle est bien. Oui? Aujourd'hui, près de 7 millions de garçons et de filles vont à l'école. Mais leur sort est conditionné par l'issue de la guerre. Nous voulons la paix, pas la guerre. Si des gens envahissent notre pays et tentent de nous imposer leur volonté, nous commencerons par chercher une solution pacifique. Mais s'ils veulent se battre, nous sommes prêts à nous défendre. Si ce jour arrive, j'irai me battre. Gulbuddin ne précise pas contre qui les jeunes de son âge devront prendre les armes. Contre les talibans? Les forces de la coalition? Ou même les uns contre les autres? La réponse réside peut-être dans l'un des grands rêves de Massoud, celui d'une nation unifiée. Et Reza sait comment le traduire en images. Un proche du commandant lui donne l'occasion d'entreapercevoir une des dernières institutions dont s'est doté l'Afghanistan, l'armée nationale. Le général Bismillah Khan occupe un poste particulièrement délicat, peut-être un des plus importants de tout le pays. Avec l'aide de la coalition, il est chargé de constituer une armée moderne de 400 000 hommes, capable d'assurer un jour la sécurité nationale. Vous devez renforcer votre corps et votre force physique afin de renforcer le corps de l'armée afghane. Chaque goutte de sueur que vous perdrez pendant l'entraînement est une goutte de sang que vous ne perdrez pas au combat. Mais l'aspect le plus ambitieux du projet n'est pas sa taille. C'est l'idée même d'une armée recrutée par un gouvernement central au service d'une nation unifiée. Dans les visages hétéroclites de ces soldats, Reza voit quelque chose de totalement nouveau. Ce sont deux corps militaires et deux Afghanistans distincts. D'un côté, celui que j'ai connu, les Moudjahidines, et de l'autre, l'armée nationale maintenant. Dans un pays souvent divisé par des conflits ethniques et régionaux, c'est une expérience inédite. Des forces armées composées de Tadjiks, de Pashtuns et de Hazaras, parmi bien d'autres. S'ils peuvent s'entendre ici, il y a peut-être un espoir pour le reste de la population. Quand je regarde les visages de ces gens, je vois toutes sortes de groupes ethniques. Il y a un peu de tout. C'était le rêve de Massoud. Qu'un groupe uni de jeunes gens courageux, issus de différentes ethnies du pays, entreprennent de constituer une armée nationale afghane et de défendre l'Afghanistan avec honneur. Nous sommes fiers de voir que plusieurs nations puissantes de la communauté internationale ont uni leurs forces pour nous aider à relever ce défi.
Pourtant, le succès est loin d'être garanti. Les recrues sont mal équipées et les premiers affrontements sur le champ de bataille ont fait un nombre alarmant de morts. On ignore encore si l'idée d'une armée professionnelle fonctionnera dans un pays où les hommes se livrent à la guérilla depuis plusieurs générations. 62. Tu as tiré sur sa cible. Qu'est-ce qu'il dit? C'est le début d'un processus esquissé par Massoud, mais dont l'issue reste incertaine, comme une grande partie de son legs. Tu vas chercher ton arme et tu reviens. Va chercher ton arme. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Reza repart au nord pour aller voir le dernier champ de bataille de Massoud, puis le théâtre de sa fin tragique. Il parcourt plusieurs centaines de kilomètres jusqu'à Dashti-Kala, à la frontière du Tadjikistan. Dans cette zone de non-droit, le gouvernement central est pratiquement impuissant. Le simple fait d'y accéder relève parfois du parcours du combattant. Le pont qui traverse la rivière Koksha n'existe plus. Mais il y a un autre moyen de passer. Des navettes rudimentaires emmènent les passagers d'une rive à l'autre sur des bateaux de bois et de métal contenus à flot par des peaux de vache gonflées d'air et des pneus en caoutchouc. C'est à peu près ici qu'Alexandre le Grand a traversé la rivière avec ses soldats. Il y a environ 2000 ans. C'est le même décor, mais rien n'a changé. Pour Reza, c'est l'image de l'Afghanistan qui refuse d'évoluer et reste régie par la coutume et non par le droit. Il paraît qu'il y a un homme qui a été tué. Regardez. Voilà la police est là, là-bas. Ça va mal finir. Les gens sont en train de ramasser des cailloux. Ils ramassent des pierres. Une querelle entre deux passeurs concurrents tourne à l'affrontement armé. Il les frappe avec une pelle. La police disperse la foule en tirant des coups de feu en l'air. Reza va devoir remettre sa traversée au lendemain. À l'aube, il fait une nouvelle tentative pour passer de l'autre côté et rejoindre le dernier quartier général de Massoud. Bonjour, monsieur. Bonjour, ça va? OK. Ouais. Il parvient à trouver une place sur un radeau. Une fois sur l'autre rive, il trouve une jeep et une escorte militaire et gagne les steppes de l'Hindu Kush vers Dashti-Kala. La dernière fois qu'il est venu, en 2000, les talibans contrôlaient 90% du pays. Ils auraient peut-être conquis tout l'Afghanistan, et même davantage, s'il n'y avait pas eu Massoud et l'Alliance du Nord. Dans ces collines désertes, ils ont arrêté les talibans. Tout ça, ce sont des tranchées qui ont été creusées autour de cette zone. Quand les talibans attaquaient, ça permettait aux moudjahidines de se réfugier, mais aussi de défendre le bâtiment. Le photographe cherche le poste de commandement de Massoud, autrefois perché au point le plus haut de la région. Oh, mon Dieu. Le bâtiment.
Il n'y a plus de toit. Reza a fait ici un ultime portrait de Massoud. Devenu un combattant aguerri, le commandant célébrait une journée de petite victoire. C'est une des dernières photos de lui vivant. Il a l'air très heureux sur ces photos. Ce sourire, c'est une image de Massoud que les Afghans aiment beaucoup. Vous voyez la photo partout. 1985, 2000. Massoud a été tué moins d'un an après. Mais aujourd'hui, dans ces montagnes, la guerre semble presque lointaine. Ce qui me rend heureux maintenant, de voir cette terre qui était brûlée. Aujourd'hui, l'agriculture renaît et j'entends un bébé pleurer par là, là-bas. Il y a une mère qui travaille la terre. La vie revient. Et peut-être aussi la paix. Peut-être la paix. Là, il nous reste un dernier endroit où aller. De l'autre côté de montagne, aller à Khoja Bahauddin. C'était le quartier général de Massoud. Et c'est là où Massoud était assassiné. En 2001, Massoud est devenu un obstacle majeur pour les talibans et pour Al-Qaïda. L'organisation se prépare déjà à attaquer les États-Unis, mais elle doit d'abord se débarrasser du leader afghan. En septembre, une opération sophistiquée est lancée. La vie de cet homme remarquable va s'achever ici, dans cette pièce. Il y avait ces deux faux journalistes, une équipe de télévision, très suspect. Pendant 3 semaines, les faux reporters demandent avec insistance à rencontrer Massoud, qui finit par leur accorder une interview le 9 septembre 2001, 2 jours avant les attentats contre les États-Unis. Les journalistes ont commencé à préparer leurs caméras et la première chose que Massoud a dit à son ami, c'est « Pourquoi est-ce qu'ils mettent autant de temps à préparer leurs caméras? Ils n'ont pas l'air très professionnels. » Un des caméramans se tenait là-bas et l'autre était à côté de la porte. Il avait une batterie ceinture. Il y a eu une forte explosion et un violent éclair de lumière blanche. Tout le monde est tombé. Massoud est tombé et la pièce a pris feu. Ils ont d'abord cru à un bombardement, mais ensuite ils se sont rendus compte que ça avait explosé à l'intérieur de la pièce. Son garde-corps s'est précipité vers lui et Massoud lui a dit « Je veux me relever, aide-moi à me relever. » Pour le commandant, c'est la fin de la route. Mais ses soldats poursuivent le combat. Épaulés par les forces spéciales américaines, ils mettent les talibans en déroute dans les mois qui suivent le 11 septembre. Après avoir posé les fondations de la paix en Afghanistan, Massoud est mort en martyr pour ses compatriotes. Je voulais juste venir ici à la fin de ce voyage pour me rappeler qui il était et ce pourquoi il s'est battu. Un guerrier de la paix.
C'est ce qu'il était, un guerrier de la paix. Reza peut maintenant tenir la promesse qu'il a faite aux combattants afghans. Sur fond de chars rouillés dans la vallée du Panjshir, il monte son exposition. Faire cette exposition ici, c'est comme un cadeau à la population de la vallée. Une façon de dire, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que mon amitié avec Massoud m'a conduit à faire. Mais ce n'est en aucun cas un adieu à Massoud et à cette histoire. En réalité, c'est un nouveau chapitre qui commence. De son voyage, il garde de nombreuses images. Ces rencontres ont dévoilé les multiples visages d'un pays à la croisée des chemins. Je n'ai peut-être pas tout résumé en une seule photo, mais j'ai plusieurs photos qui peuvent expliquer la réalité actuelle. Sur 2 d'entre elles, on découvre un pays hanté par la guerre qui s'accroche pourtant à un rêve fragile de paix. D'un côté, on a cette petite fille qui a perdu un bras. Ce sont les germes de la haine. Mais sur une autre photo, on voit les germes de l'espoir. Les gens pensent encore qu'il est possible de rétablir la paix dans ce pays. 125e de seconde. Un instant fugitif fixé sur la pellicule. Une photographie peut traduire 1 millier d'émotions dans un seul regard et parler pour ceux qui n'ont pas de voix.